Chapitre 1er. Combien il y a de sortes de principautés et par quels moyens on les acquiert. Tous les États, toutes les souverainetés qui ont eu autorité sur les hommes ont été et sont ou des républiques ou des principautés. Les principautés sont ou héréditaires dans la même maison qui règne depuis longtemps ou nouvelles. Parmi les nouvelles, les unes sont ou entièrement nouvelles, comme l'était celle de François Sforza à Milan, ou bien ce sont comme des membres réunis à l'état héréditaire du prince qui les acquiert. Tel est le royaume de Naples à l'égard du roi d'Espagne. Ces états ainsi acquis, ou vivaient sous un prince, ou jouissaient de leur liberté. On s'en rend maître ou par les armes d'autrui, ou par les siennes propres, ou par quelque événement heureux, ou par son courage, ou son talent. Chapitre 2. Des principautés héréditaires. Je ne parlerai pas ici des républiques, j'en ai traité amplement ailleurs. Je ne m'arrêterai qu'à la principauté seule. Et en suivant les divisions que je viens d'indiquer, j'examinerai comment on doit gouverner ces sortes d'États et les conserver. Je dirais d'abord qu'on a bien moins de difficultés à conserver les États héréditaires accoutumés à la famille de leur prince que les États nouveaux. En effet, il suffit à ce prince de ne pas outrepasser l'ordre et les mesures établies par ses prédécesseurs et de céder à propos aux événements, en sorte qu'avec une habileté ordinaire, il se maintiendra toujours dans ses états, à moins qu'il n'en soit dépouillé par une force infiniment supérieure, et dans ce cas-là même, il pourra s'y rétablir pour peu que l'occupant éprouve des revers de fortune. Nous avons pour exemple en Italie le duc de Ferrare, qui n'a résisté aux Vénitiens en 1484 et au pape Jules II en 1510 que parce que il était ancien souverain dans ce duché. Le prince naturel ayant moins d'occasions et de nécessité de vexer ses sujets doit être plus aimé d'eux. Or si des vices extraordinaires ne le font point haïr, il est naturel qu'ils aient de l'inclination pour lui. C'est dans l'ancienneté et la longue durée d'un gouvernement que se perdent ou les souvenirs ou les occasions d'un changement, car chaque mutation laisse des pierres d'attente pour une nouvelle. Chapitre 3. Des principautés mixtes. Mais c'est dans une principauté nouvelle que se trouvent les difficultés. Et d'abord, si elle n'est pas toute nouvelle, mais qu'elle le soit seulement dans un de ses membres, ce qu'on peut appeler principauté mixte, ces mutations naissent des difficultés qu'éprouvent naturellement les principautés nouvelles. Dans celles-ci, les sujets changent volontiers de maître, croyant gagner au changement. Cette opinion leur fait prendre des armes contre celui qui gouverne. Ils se trompent cependant, et ils s'aperçoivent bientôt que leur situation n'a fait qu'empirer. C'est une suite naturelle et nécessaire du changement même qu'ils viennent d'éprouver. Car tout nouveau prince est forcé de vexer plus ou moins ces nouveaux sujets, soit par la présence des gens de guerre qu'il est obligé d'avoir, ou par une infinité d'autres maux qu'entraîne après soi une acquisition nouvelle. En sorte que vous avez pour ennemis tous ceux que vous avez offensés, en occupant cette principauté, et vous ne pouvez conserver pour amis ceux qui vous y ont placés. En effet, vous ne pouvez remplir les espérances qu'ils avaient conçues de vous. Vous ne pouvez non plus employer vis-à-vis d'eux des moyens rigoureux, étant leur obligé. Car, quoiqu'un prince soit en force, il a besoin de la faveur des habitants d'une province pour y rentrer. C'est pour cette raison que Louis XII, roi de France, s'empara promptement de Milan et le perdit tout aussitôt. Les forces seules de Ludovic suffirent pour l'arracher une nouvelle fois de ses mains.
le peuple qui avait ouvert les portes au roi, se trouvant bientôt détrompé de l'espérance qu'il avait eue d'un meilleur sort, se dégoûta bientôt du nouveau prince. Et il est bien vrai qu'après avoir reconquis un pays rebelle, on ne le perd pas si facilement, car le prince prend occasion de la rébellion pour être moins réservé sur les moyens qui peuvent lui assurer sa conquête. Il punit les coupables, surveille les suspects et se fortifie dans les endroits les plus faibles. Aussi, pour faire perdre le Milanais à la France la première fois, il ne fallut que quelques mouvements de Ludovic sur ses frontières. Mais, pour le lui enlever la seconde fois, il fallut liguer le monde entier contre elle, détruire ses armées et chasser les Français de l'Italie, tout cela par les motifs que nous venons d'énoncer. Néanmoins, le Milanais fut enlevé une première et une seconde fois à son nouveau maître. Nous avons parlé des raisons générales qui devaient le lui faire perdre la première fois. Il nous reste à examiner les motifs de la seconde et à parler des moyens qu'avait à employer le roi de France ou tout autre prince qui se serait trouvé dans la même situation que lui pour pouvoir se maintenir mieux qu'il ne le fit. Je dis donc que les États conquis pour être réunis à ceux qui appartiennent depuis longtemps aux conquérants sont ou ne sont pas limitrophes de ces derniers et qu'ils ont ou n'ont pas la même langue. Dans le premier cas, rien de plus facile que de les conserver, surtout si les habitants ne sont pas accoutumés à vivre libres. Pour les posséder sûrement, il suffit d'exterminer la lignée des anciens princes, en leur conservant dans tout le reste leurs anciennes coutumes et leurs mœurs, pourvu qu'il n'y ait pas antipathie nationale. Ceux-ci vivent tranquillement sous leur nouveau prince. C'est ainsi que nous avons vu la Bourgogne, la Bretagne, la Gascogne et la Normandie depuis si longtemps unies à la France. Quoiqu'il y ait quelques différences dans le langage, néanmoins, les habitudes, les mœurs s'y ressemblent et peuvent se concilier. Pour qui acquiert ces sortes d'États et veulent les conserver, il suffit de deux conditions. L'une, que la famille de l'ancien souverain soit éteinte, l'autre, de ne point altérer leurs lois ni augmenter leurs impôts. En peu de temps, ces nouveaux États se confondent et ne font plus qu'un avec l'ancien. Mais quand on acquiert la souveraineté d'un pays qui diffère du sien par la langue, les mœurs et les dispositions intérieures, c'est là que se trouvent les difficultés et qu'il faut avoir pour s'y maintenir autant de bonheur que d'habileté. L'un des moyens les plus efficaces et les plus prompts à employer par le nouveau prince serait d'y aller habiter. C'est ce qui en rendrait la possession et plus durable et plus sûre. Ainsi en a usé le Turc avec la Grèce. Malgré toutes les précautions qu'il eut prises pour conserver ce pays sous sa domination, il n'y serait pas parvenu s'il n'était allé l'habiter. Étant sur les lieux, on voit naître les désordres et on y remédie tout aussitôt. Quand on est absent, on les connaît lorsqu'ils sont si grands qu'il n'y a plus de remède. En outre, cette nouvelle province n'est point pillée par ceux qui commandent en votre nom. Les nouveaux sujets jouissent de l'avantage d'un prompt recours au prince. Ils ont plus d'occasion de l'aimer quand ils en ont envie ou de le craindre quand ils le détestent. Et parmi les étrangers, celui qui voudrait attaquer ces États hésite, car il est très difficile de l'enlever à un prince qui l'habite. Un autre moyen excellent, c'est d'envoyer des colonies dans une ou deux places qui soient comme les clés du pays. Il faut ou employer cette mesure, ou y tenir beaucoup de troupes. Or, les colonies coûtent peu aux princes, elles ne font tort qu'à ceux que l'on veut punir ou qu'on redoute, et à qui on a enlevé leurs terres et leurs maisons pour les donner à de nouveaux habitants. Comme ils forment le plus petit nombre et qu'ils sont dispersés et appauvris, ils ne peuvent jamais nuire. De l'autre côté, tous ceux à qui on ne fait aucun tort se tiennent naturellement en repos ou craignent s'ils venaient à remuer le sort de ceux qu'on a dépouillés. D'où je conclus que
Ces colonies coûtent peu, sont plus fidèles au prince, ne blessent qu'un petit nombre d'individus qui, dépouillés, dispersés, sont hors état de nuire, comme j'ai déjà dit, car on ne doit pas perdre de vue qu'il faut ou gagner les hommes, ou se défaire d'eux. Ils peuvent se venger des offenses légères, mais non des offenses graves. Ainsi, l'offense faite à un homme doit être telle que le prince n'ait pas à redouter de vengeance. Mais si, au lieu de colonies, vous y tenez de nombreuses troupes, vous dépensez infiniment plus, et tous les revenus du pays se consomment en frais de garde et de défense, en sorte que le prince a plus perdu que gagné à l'acquérir. Les torts qu'il fait sont d'autant plus grands qu'ils s'étendent indistinctement à tous les habitants, qu'il fatigue par les marches, les logements et le passage de ses troupes. Cette incommodité se fait sentir à tous. Ils deviennent tous des ennemis dangereux, car quoique battus, ils restent dans leur propre foyer. Par toutes sortes de raisons, cette garde est aussi inutile que les colonies que nous avons proposées sont avantageuses. Le nouveau souverain d'un État éloigné et différent du sien doit encore se faire le défenseur et le chef des princes voisins les plus faibles, s'étudier en même temps à affaiblir l'État voisin le plus puissant. Il doit empêcher surtout que dans aucun cas nul étranger aussi puissant que lui n'y mette les pieds, car il y en arrivera qui seront appelés par les mécontents, ou par ambition, ou par crainte, comme on vit les Étoliens appeler les Romains en Grèce. Et dans toutes les provinces où ils entrèrent, ils furent toujours rappelés par les habitants du pays. La raison en est simple. Toutes les fois qu'un étranger puissant entre dans un pays, tous ceux qui, dans ce pays-là même, sont les plus faibles, s'unissent aux nouveaux venus, car ils jalousent ceux qui les dominaient auparavant. Et l'envahisseur n'a pas à s'inquiéter beaucoup pour les gagner, car ils font bloc tout de suite avec lui. Il faut seulement qu'il se garde de leur laisser prendre trop de force. Il peut alors aisément, avec leur aide et avec ses propres troupes, affaiblir, abaisser les plus puissants pour rester toujours maître dans le pays. Celui qui ne saura pas mettre ses moyens en usage perdra bientôt tout ce qu'il avait acquis ou éprouvera une infinité de peines, de difficultés et d'embarras tant qu'il le gardera. Les Romains, dont les provinces dont ils s'emparèrent mirent soigneusement ces moyens en pratique, ils envoyèrent des colonies, protégèrent les moins puissants sans accroître leur force, Ils diminuèrent celles des grands qu'ils pouvaient redouter, et ils ne permirent à aucun étranger qu'ils eussent pu craindre d'y acquérir de l'influence. Je ne veux pour exemple que la province de Grèce. Par eux, les Achéens et les Étoliens furent soutenus. La puissance des Macédoniens fut affaiblie, et Antiochus fut chassé. Mais tous les services des Achéens et des Étoliens ne leur firent pas obtenir le moindre accroissement à leur domaine, et quelques moyens de persuasion qu'employa Philippe, ils ne voulurent jamais le recevoir pour ami qu'à la condition de l'affaiblir. Enfin, ils redoutaient trop Antiochus pour consentir à ce qu'il conservât quelque souveraineté dans cette province. Les Romains, dans cette occasion, firent ce que doit faire tout prince sage, qui non seulement doit remédier aux maux présents, mais encore prévenir les maux futurs. En les prévoyant de loin, on y remédie aisément. Mais si l'on attend qu'il vous ait atteint, il n'est plus temps et la maladie est devenue incurable. Il advient alors ce qui arrive aux médecins avec la phtisie, qui dans le commencement est facile à guérir et difficile à connaître, mais qui plus tard, quand on ne l'a pas découverte, ni traitée dans le principe, devient facile à connaître et difficile à guérir. Même chose arrive dans les affaires d'État. Si l'on démasque aussitôt ce qui n'appartient qu'à un homme habile, les maux qui se préparent, on les guérit vite. Si on les laisse croître au point que tout le monde les aperçoit,
Il n'y a plus de remède. Aussi, les Romains, prévoyant de loin les inconvénients, y paraient aussitôt, et ils ne les laissèrent jamais empirer pour éviter une guerre. Ils savaient que la guerre ne s'évite pas, mais que c'est toujours au grand avantage de l'ennemi qu'on la diffère. D'après ces principes, ils voulurent la faire contre Philippe et contre Antiochus en Grèce, pour n'avoir pas à se défendre eux-mêmes contre ces princes en Italie. Ils pouvaient alors sans contredit l'éviter contre tous les deux. Ils ne le voulurent pas, et ils ne voulurent pas mettre en pratique cette maxime des sages de nos jours, qui consiste à attendre les bienfaits du temps. Ils ne firent usage que de leur courage et de leur prudence. En effet, le temps pousse n'importe quoi devant lui, et il peut amener le bien comme le mal, et le mal comme le bien. Mais revenons à la France, et examinons si elle a suivi quelqu'un des principes que nous venons d'exposer. Je ne parlerai point de Charles VIII, mais bien de Louis XII, comme du prince qui, ayant dominé plus longtemps en Italie, nous a mieux laissé suivre et connaître sa marche, et vous verrez qu'il a fait le contraire de tout ce qu'il fallait pour conserver un État si différent du sien. Louis fut appelé en Italie par l'ambition des Vénitiens, qui voulaient se servir de lui pour s'emparer de la moitié de la Lombardie. Je ne veux pas blâmer cette entrée du roi en Italie et le parti qu'il prit alors. Voulant commencer à y mettre le pied, n'y ayant point d'amis, la maladresse de son prédécesseur Charles, lui ayant même fermé toutes les portes, il fut forcé de profiter de l'alliance qui se présentait, et son entreprise lui eût réussi s'il n'avait pas commis de faute dans le reste de sa conduite. Ce roi recouvre bientôt la Lombardie, et avec elle la réputation que Charles avait perdue. Gênes se soumet, les Florentins obtiennent son amitié, et tous s'empressent à la lui demander. Le marquis de Mantoue, le duc de Ferrare, les Bentivogli, la comtesse de Forlì, les seigneurs de Faenza, Pezzaro, Rimini, Camerino, Piombino, ceux de Lucques, de Pise, de Sienne, etc., etc. C'est alors que les Vénitiens purent s'apercevoir de la témérité du parti qu'ils avaient pris, eux qui, pour acquérir 2 places en Lombardie, faisaient le roi de France maître des 2/3 de l'Italie. Avec quelle facilité le roi pouvait se maintenir puissant en Italie s'il avait observé les règles indiquées ci-dessus, s'il avait su conserver et défendre tous ses amis. Ceux-ci, en grand nombre et tous faibles, redoutaient l'Église où les Vénitiens étaient obligés par intérêt de s'attacher à lui. Par leur secours, ils pouvaient facilement se fortifier contre tout ce qui pouvait rester de puissance dangereuse. Mais il ne fut pas plus tôt à Milan qu'il suivit une marche toute contraire. Il donna du secours au pape Alexandre pour envahir la Romagne. Il ne s'aperçut pas qu'en prenant ce parti, il s'affaiblissait lui-même, qu'il se privait d'amis qui s'étaient jetés dans ses bras, qu'il agrandissait l'Église en ajoutant au spirituel qui donne tant de force à la puissance romaine le temporel d'un état si considérable. Cette première faute commise, il fut contraint de la poursuivre jusqu'à ce que, pour mettre des bornes à l'ambition de ce même Alexandre, et pour qu'il ne s'emparât pas de la Toscane, il fut obligé de revenir en Italie. Non content d'avoir agrandi l'Église, de s'être privé de ses alliés naturels, désirant s'emparer du royaume de Naples, il fait la folie de le partager avec le roi d'Espagne. Il était seul arbitre de l'Italie, il s'y donne un rival, un concurrent, auquel les mécontents et les ambitieux puissent avoir recours, et tandis qu'il eût pu laisser dans ce royaume un roi qui eût été son tributaire, il en chasse celui-ci pour en placer un autre assez puissant pour le chasser lui-même. Rien n'est si ordinaire et si naturel que le désir d'acquérir, et quand les hommes peuvent le satisfaire,
ils en sont plutôt loués que blâmés. Mais quand ils n'ont que la volonté, sans avoir la faculté d'acquérir, là, pour eux, le blâme suit l'erreur. Si le roi de France, avec ses propres forces, pouvait attaquer le royaume de Naples, il devait le faire. Mais s'il ne le pouvait pas, il ne devait pas le partager. Et si le partage qu'il fit de la Lombardie avec les Vénitiens mérite quelque excuse, parce que ceux-ci lui avaient fourni le moyen de mettre le pied en Italie, ce partage de Naples ne mérite que le blâme, puisqu'il n'était excusé par rien. Louis commit donc 5 fautes capitales en Italie. Il accrut la force d'une grande puissance. Il en détruisit de petites, il y appela un étranger très puissant. Il ne vint point y habiter, il ne fit pas usage de colonies. Malgré ses fautes, avec le temps, il eût pu se soutenir s'il n'en eût pas commis une 6e. Ce fut de dépouiller les Vénitiens. Sans doute, s'il n'eût pas agrandi l'état de l'Église, ni appelé l'Espagne en Italie, il eût été nécessaire d'affaiblir les États de Venise, mais ayant pris le premier parti, il ne devait jamais consentir à leur ruine. Ceux-ci étant toujours puissants, auraient empêché les autres de rien entreprendre sur la Lombardie. Les Vénitiens n'y eussent jamais consenti, à moins qu'on les en eût rendus les maîtres. Or l'intérêt des autres n'était pas de l'ôter à la France pour en enrichir Venise, et ils n'auraient pas eu le courage de les attaquer toutes les deux. Si on objecte que le roi Louis céda à Alexandre VI la Romagne et à l'Espagne un trône pour éviter une guerre, je répondrai par ce que j'ai déjà dit, qu'on ne doit jamais laisser subsister un désordre pour éviter une guerre. Vous ne l'évitez pas, vous ne faites que la différer à votre grand désavantage. Si quelque autre allègue sa promesse au pape de faire pour lui cette entreprise, à condition qu'il lèverait par une dispense tout obstacle à son mariage, et qu'il donnerait le chapeau à l'archevêque de Rouen, ma réponse se trouve à l'article ci-dessous, où je parlerai de la foi du prince et comment il doit la garder. Le roi Louis a donc perdu la Lombardie pour n'avoir observé aucune des précautions prises par ceux qui se sont emparés de quelque souveraineté et qui ont voulu s'y maintenir. Rien de moins miraculeux que cet événement, rien au contraire de plus naturel, de plus ordinaire et de plus conséquent. C'est ainsi que je m'en expliquai à Nantes avec le cardinal d'Amboise, lorsque le Valentinois, c'est ainsi qu'on appelait communément César Borgia, fils du pape Alexandre, occupait la Romagne. Ce cardinal me disant que les Italiens ne s'entendaient pas à faire la guerre, je lui répondis que les Français n'entendaient rien en politique, parce que s'ils s'y connaissaient, ils n'eussent pas laissé venir l'Église à cet état de grandeur. On a vu par expérience que l'accroissement de cette puissance et de celle de l'Espagne en Italie n'est dû qu'à la France, et celle-ci n'a dû sa ruine dans ce pays qu'à la même cause, d'où l'on tire cette règle générale qui ne trompe jamais, ou bien rarement, que le prince qui élève une autre puissance ruine la sienne, car celui qui est devenu puissant se défie toujours de l'industrie ou de la force de celui qui l'a élevé. Chapitre 4. Pourquoi le royaume de Darius ne se souleva point après la mort d'Alexandre, qu'il avait conquis. À considérer les difficultés qu'on éprouve à conserver un État nouvellement conquis, on pourrait s'étonner qu'Alexandre le Grand, étant devenu maître de l'Asie en peu d'années, et étant mort dès qu'il l'eut occupé, tout cet État ne se soit pas révolté. En effet, ses successeurs s'y maintinrent et n'éprouvèrent à le conserver d'autres difficultés que celles que fit naître entre eux leur ambition particulière. Je réponds à cela que toutes les principautés dont il nous reste quelques traces dans l'histoire
sont gouvernés de deux manières différentes. Ou par un prince absolu, et tous les autres sont des esclaves à qui, comme ministre et par grâce, il accorde la faculté de l'aider à gouverner son royaume, ou bien par un prince et des grands, ces derniers ne gouvernent pas par la faveur du prince, mais seulement par un droit inhérent à l'ancienneté de leur race. Ceux-ci ont des États et des sujets particuliers qui les reconnaissent pour leurs seigneurs et qui ont pour eux une affection particulière. Dans les pays gouvernés par un prince et des esclaves, le prince a infiniment plus d'autorité. En effet, dans tous ces États, il n'est personne qui reconnaisse d'autres souverains que lui. Et si les sujets obéissent à d'autres, c'est comme à ses ministres, à ses officiers, sans avoir pour eux aucune affection particulière. La Turquie et la France fournissent de notre temps des exemples de ces deux espèces de gouvernement. Toute la monarchie turque est gouvernée par un maître, près de qui tous les autres sont esclaves. Il divise son royaume en différents sandjaks et y envoie divers administrateurs. Il les change, les rappelle à son gré. Mais le roi de France est placé au milieu d'une foule d'anciens nobles, ayant des sujets qui les reconnaissent et qui leur sont attachés, et ayant des prérogatives que le roi ne pourrait leur enlever sans danger. Si l'on veut examiner l'une et l'autre de ces deux souverainetés, on trouvera qu'il est très difficile de s'emparer d'un royaume gouverné comme celui du Turc, mais qu'une fois conquis, il sera très facilement conservé. Il est difficile de s'emparer d'un tel État parce que celui qui veut l'entreprendre ne peut être appelé par les grands de ce royaume, ni compter sur la rébellion et les secours de ceux qui entourent le prince. On en conçoit facilement le motif parce que nous avons dit de son organisation. En effet, tous étant ses esclaves, ses obligés, on parvient plus difficilement à les corrompre, et quand même ils seraient gagnés, on en tirerait peu de secours. Ceux-ci ne pouvant entraîner le peuple avec eux par les raisons que nous avons alléguées. Ainsi, quiconque attaque les Turcs doit s'attendre à les trouver unis, et il doit plus compter sur ses propres forces que sur leur division. Mais, une fois vaincus, et leur armée mise en déroute de manière à ne pouvoir être remise sur pied, on n'a plus à craindre que la famille du prince qu'il faudrait exterminer. Après quoi, il ne resterait personne à redouter. Tous les autres étant sans crédit auprès du peuple. Et comme le vainqueur, avant le combat, ne pouvait rien espérer d'eux, il n'a rien à craindre d'eux après la victoire. Il en est tout autrement dans les royaumes gouvernés comme la France. Ici, on peut entrer facilement en gagnant quelques grands du royaume, parmi lesquels il se trouve toujours des mécontents, et des hommes qui aiment le changement. Ceux-ci peuvent vous en ouvrir les portes, vous en faciliter la conquête. Et ensuite, si vous voulez vous y maintenir, vous éprouvez des difficultés à l'infini de la part de ceux que vous avez écrasés, et de la part de ceux qui vous y ont aidés. Ici, il ne suffit pas d'exterminer la race du prince, il reste encore les grands de l'État qui se mettent à la tête des nouveaux partis. Et comme vous ne pouvez ni les contenter, ni les détruire, vous perdrez cette conquête à la première occasion. Or, si vous examinez de quelle nature était le gouvernement de Darius, vous le trouverez semblable à celui du Turc. Aussi Alexandre fut-il obligé de le conquérir jusqu'au bout et d'empêcher ensuite toute nouvelle campagne. Mais après la défaite et la mort de Darius, ce royaume resta à Alexandre en toute tranquillité, par les motifs que nous avons apportés. Et si ses successeurs avaient été unis, ils eussent pu en jouir aussi paisiblement. En effet, cet empire ne vit naître d'autres troubles que ceux
qu'ils y suscitèrent eux-mêmes. Quant aux États gouvernés comme la France, on ne peut espérer les posséder si paisiblement. Les fréquents soulèvements de l'Espagne, des Gaules et de la Grèce contre les Romains n'étaient dus qu'au nombre de petits princes dont ces États étaient remplis. Tant que ces princes subsistèrent, la possession de ce pays fut incertaine pour les Romains. Mais ces seigneurs, une fois détruits, et le souvenir même de leur puissance effacée, les forces des Romains et la durée de leur puissance leur assurèrent une domination stable. Puis, quand il y eut entre eux des rivalités, chacun put se rendre maître d'une province suivant l'autorité qu'il avait su y prendre. Mais ces provinces, la maison de leur prince une fois éteinte, ne reconnurent plus d'autres maîtres que les Romains. En faisant attention à toutes ces différences, on ne s'étonnera pas de la facilité que trouva Alexandre à conserver les États de l'Asie et des difficultés qu'ont eu certains autres conquérants à conserver leurs conquêtes, comme Pyrrhus et tant d'autres, ce qu'il ne faut attribuer ni à la bonne ni à la mauvaise conduite du vainqueur, mais à la différence de gouvernement des États conquis. Chapitre 5. Comment il faut gouverner les villes ou les principautés qui, avant d'être conquises, se gouvernaient par leurs propres lois. Si l'État conquis est accoutumé à la liberté et à ses lois, celui qui s'en est emparé a 3 moyens pour le conserver. Le premier est de le ruiner, le second d'aller l'habiter, le troisième de lui laisser ses lois, de tirer un tribut et d'établir un petit nombre de personnes pour former un gouvernement qui conserve ce pays en paix. Ce nouveau gouvernement créé par le prince sait qu'il ne subsiste que par sa faveur et sa puissance, et il est intéressé à tout faire pour le maintenir. On conserve plus facilement une ville accoutumée à la liberté en la gouvernant par ses propres citoyens. Les Lacédémoniens et les Romains nous en fournissent des exemples. Les premiers régirent Athènes et Thèbes en y créant un gouvernement composé de peu de personnes. Néanmoins, ils reperdirent ces 2 villes. Les Romains, pour s'assurer de Capoue, de Carthage et de Numance, les détruisirent et ne les perdirent pas. Ils voulurent, au contraire, tenir la Grèce comme l'avaient tenue les Spartiates, en lui rendant sa liberté et lui laissant ses lois. Ce moyen ne leur réussit pas, en sorte qu'ils furent forcés de détruire plusieurs villes de cette province pour la contenir. J'en conclus que le seul moyen de conserver est de mettre en ruine. Quiconque devient maître d'une ville, accoutumé à jouir de sa liberté et qui ne la détruit pas, doit s'attendre à être détruit par elle. Dans toutes ces révoltes, elle a toujours le cri de liberté pour ralliement et pour refuge. Et ces anciennes institutions, que ni la longueur du temps, ni les bienfaits ne peuvent effacer, quoi qu'on fasse, quelque précaution que l'on prenne, si on ne disperse les habitants ou qu'on ne les extermine, ce nom de liberté ne sort jamais de leur cœur et de leur mémoire, non plus que leurs anciennes institutions, mais tous y recourent aussitôt à la moindre occasion. Voyez ce qu'a fait Pise, après tant d'années passées sous le joug des Florentins. Les républiques ont plus de ressort, plus de haine, le désir de vengeance y est plus animé, et le souvenir de leur ancienne liberté ne leur laisse ni ne peut leur laisser un seul instant de repos, en sorte que le plus sûr moyen est de les détruire ou de venir y résider. Chapitre 6.
des nouveaux États qu'un prince acquiert par sa valeur et ses propres armes. Qu'on ne s'étonne pas si dans ce que je vais dire des principautés nouvelles, par le prince comme par le gouvernement, je ne cite que des exemples fournis par de très grands personnages. Les hommes suivent presque toujours des routes déjà battues par d'autres et ne se conduisent que par imitation. Je dirais d'abord que dans une principauté nouvelle en tout, les difficultés variables qu'il y a à s'y maintenir dépendent des qualités personnelles de celui qui l'a acquise. De particulier, devenir prince suppose d'avance ou bonheur ou talent, et la plupart des difficultés doivent s'aplanir avec l'un ou l'autre de ces deux moyens. Pour en venir à ceux qui, par leur courage ou leur talent, sont devenus princes, je dirais qu'il faut placer au plus haut rang Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée, etc. Il semble d'abord qu'on ne devrait parler de Moïse, qui ne fut que l'exécuteur des ordres du ciel, mais il mérite cependant notre admiration, ne fût-ce que pour avoir été choisi par Dieu pour communiquer ses volontés aux hommes. Mais en examinant attentivement Cyrus et les autres qui ont acquis ou fondé des royaumes, on les trouvera dignes de tout éloge. On verra que leur conduite et la marche que chacun d'eux a suivie ne paraissent pas différentes de celles de Moïse, qui eut, lui, un si grand maître. Leur vie et leurs actions prouveront également qu'ils n'ont dû à la fortune que l'occasion d'introduire la forme de gouvernement qui leur parut convenable. Sans l'occasion, leur talent et leur courage eussent été inutiles, et sans leur qualité personnelle, l'occasion se serait en vain présentée. Il fallait donc que Moïse trouvât les Israélites, esclaves en Égypte et opprimés par les Égyptiens, afin de les disposer à le suivre pour sortir d'esclavage. Il fallait que Romulus fût enlevé d'Albe et exposé en naissant pour pouvoir devenir roi de Rome et fondateur de ce puissant empire. Cyrus devait trouver les Perses mécontents de l'empire des Mèdes et les Mèdes amollis par une longue paix. Thésée ne pouvait faire preuve de son courage s'il n'eût pas trouvé les Athéniens dispersés. Ces occasions fournirent à ces hommes des moyens de succès et leur talent sut mettre à profit une occasion qui rendit leur patrie à jamais célèbre et en assura la prospérité. Ceux qui deviennent princes par des moyens pareils leur acquièrent une souveraineté avec beaucoup de difficultés, mais la conservent sans peine. Les difficultés qu'ils éprouvent naissent en partie des changements qu'ils sont obligés d'introduire pour établir leur gouvernement et s'y asseoir avec sûreté. Or, rien n'est plus difficile, ni d'un succès plus douteux, ni plus dangereux à exécuter que l'introduction de lois nouvelles. Pour traiter cette question à fond, il faut examiner si ces novateurs font des changements par eux-mêmes ou s'ils dépendent d'autrui, c'est-à-dire si, pour opérer, ils ont besoin d'employer la persuasion ou s'ils peuvent mettre en jeu la force. Et dans le premier cas, ils n'obtiennent jamais de succès. Mais quand ils sont indépendants et qu'ils peuvent contraindre, rarement manquent-ils de réussir. De là vient que tous les prophètes armés ont triomphé, que les prophètes sans armes succombèrent. Moïse, Cyrus, Thésée et Romulus n'auraient pas pu faire observer longtemps leur constitution s'ils eussent été désarmés. C'est ce qui arriva de nos jours au frère Jérôme Savonarole, qui vit ruiner ses projets au moment où la multitude n'ayant plus confiance en lui, il manqua de moyens pour l'obliger à en avoir encore, et pour en inspirer aux plus incrédules. Chapitre 7. Des principautés nouvelles qui s'acquièrent avec les forces et le secours d'autrui ou qu'on doit à sa bonne fortune.
ceux qui de particuliers deviennent princes seulement par les faveurs de la fortune ont peu de peine à réussir, mais infiniment à se maintenir. Nul obstacle ne les arrête sur le chemin et ils arrivent vite, mais tous les obstacles naissent après qu'ils sont installés. Tels sont tous ceux qui acquièrent un état au moyen d'argent ou par la faveur d'un puissant monarque. Tels furent ces hommes que Darius plaça en Grèce dans les villes de Lyonie et de l'Hellespont et dont il fit des souverains pour sa sûreté et pour sa gloire. Tels étaient ces empereurs qui, simples particuliers, parvenaient à l'empire en corrompant des soldats. Ceux-ci ne se soutiennent que par la volonté et la fortune de qui les éleva. Deux bases également mobiles et peu sûres. Ils ne savent ni ne peuvent conserver ce rang. Ils ne savent parce qu'à moins d'être un homme de grand génie ou parce qu'à moins d'être un homme de grand courage, quiconque a vécu particulier ignore naturellement l'art de commander. Ils ne peuvent parce qu'ils n'ont point de troupes sur l'attachement et la fidélité desquels ils puissent compter. D'ailleurs, les États qui se forment si subitement, comme tout ce qui dans la nature naît et croît si vite, ne peuvent avoir pris racine et s'être harmonisés au point d'empêcher la première tempête de les détruire, à moins que ceux, comme nous l'avons dit, qui sont si subitement devenus princes, ne soient assez habiles pour trouver instantanément les moyens de conserver ce que la fortune leur a mis en main, et qu'après être devenus princes, ils ne sachent bâtir les fondations que les autres avaient bâties avant de le devenir. À l'occasion de ces deux manières de devenir souverain, ou par un effet de la fortune, ou par son talent, je veux citer deux exemples de nos jours, ceux de François Sforza et de César Borgia. Le premier, grâce à sa méthode et à son habileté, de particulier devint duc de Milan, et il conserva sans beaucoup de peine ce qui lui avait tant coûté à acquérir. César Borgia, appelé communément le duc de Valentinois, acquit une souveraineté par la fortune de son père, et la perdit dès que son père n'exista plus. Cependant, il mit tout en œuvre, il employa tous les moyens qu'un homme habile et prudent doit mettre en usage pour asseoir ses états, qu'il ne tenait que de la fortune et des armes d'un autre. Sans doute il est possible à un homme supérieur qui n'a pas encore jeté ses fondations de les jeter après, mais ce n'est qu'avec beaucoup de peine pour l'architecte et beaucoup de danger pour l'édifice. Si on veut examiner toute la conduite du duc, on verra tout ce qu'il fit pour jeter les fondements de sa future puissance. Cet examen ne sera pas superflu, car je ne saurais présenter de meilleur exemple que celui-là à un prince nouveau. S'il ne réussit pas, malgré toutes ces mesures, ce ne fut pas sa faute, mais bien l'effet d'une mauvaise fortune constante à le persécuter. Alexandre VI, voulant donner à son fils une souveraineté en Italie, devait éprouver de grands obstacles immédiats ou lointains. D'abord, il ne voyait aucun moyen de le faire souverain d'aucun État qui ne fût État de l'Église. S'il se déterminait à en démembrer un, il savait que le duc de Milan et les Vénitiens n'y consentiraient jamais, puisque déjà Faenza et Rimini étaient sous la protection de Venise. Il voyait en outre que les armées d'Italie, et spécialement celles dont il eût pu se servir, étaient entre les mains de ceux qui devaient redouter l'agrandissement du pape. Il ne pouvait donc y compter, puisqu'elles étaient au pouvoir des Orsini, des Colonna et de leurs partisans. Il fallait donc renverser cet ordre de choses et bouleverser les États d'Italie pour pouvoir s'assurer la souveraineté d'une partie. Cela lui fut facile. Les Vénitiens, pour d'autres motifs, s'étaient déterminés à rappeler les Français en Italie. Le pape ne s'opposa pas du tout à leur projet. Il le favorisa même, en se prêtant à casser le premier mariage de Louis XII. Ce roi passe donc en Italie avec le secours des Vénitiens et du consentement d'Alexandre, mais à peine est-il à Milan
que le pape obtient de lui des troupes pour s'emparer de la Romagne et cette conquête, favorable à la gloire française, se réalise. Le duc, ayant donc acquis la Romagne et abattu les Colonna, voulait conserver à la fois et accroître sa principauté, mais deux obstacles se dressaient. Il ne se fiait pas à ses troupes et il comptait peu sur la volonté de la France. Les Orsini dont il s'était servi pouvaient lui manquer brusquement, et non seulement l'empêcher d'acquérir, mais encore lui ôter ce qu'il avait acquis. Et il avait la même conduite à redouter de la part de la France. Il avait eu une preuve du peu de fonds qu'il pouvait faire sur les Orsini, quand après la prise de Faenza, il attaqua Bologne, où il les vit se conduire mollement. Et quant au roi, il avait jugé ses intentions lorsqu'après la prise du duché d'Urbain, il fit une invasion en Toscane et que le roi l'obligea à abandonner. Le duc prit alors la résolution de ne dépendre ni de la fortune ni des armes d'autrui. Commença d'abord à affaiblir les partis d'Orsini et Colonna à Rome, en attirant à lui et en gagnant tous les gentilshommes attachés à ces deux maisons par de l'argent, des gouvernements, des emplois, suivant leur rang, en sorte qu'en peu de mois, leur affection, affaiblie pour les autres, se tourna en entier vers le duc. Il avait dispersé les Colonna, il attendit l'occasion de perdre les Orsini, et cette occasion, qui arriva à point, fut heureusement utilisée. Et les Orsini s'apercevant un peu tard que la puissance du duc et celle de l'Église feraient leur ruine, tinrent une diète à la Magione dans le Pérousin, d'où s'ensuivirent la révolte d'Urbain, les mouvements de la Romagne et les dangers infinis que courut le duc, et qu'il surmonta à l'aide des Français. Ces affaires, une fois rétablies, il ne voulait plus se fier ni à la France, ni à aucune autre force extérieure, et pour n'avoir rien à risquer, il n'employa plus que la ruse, et sut tellement dissimuler ses intentions que les Orsini se réconcilièrent avec lui par l'entremise du seigneur Paul. Il ne manqua pas d'user avec celui-ci de tous les moyens qu'il fallait pour se l'assurer, par des présents en habits, en argent et en chevaux. Les autres furent assez dupes pour se mettre entre ses mains à Sinigalia. Ayant donc exterminé les chefs et fait ses amis de leurs partisans, le duc avait jeté de solides fondements à sa puissance. Il possédait toute la Romagne et le duché d'Urbain. Il avait gagné l'affection de ces deux peuples, surtout du premier, qui goûtait déjà les avantages de son gouvernement. Comme cette dernière circonstance est digne de remarque, et qu'en ce point il mérite d'être imité, je ne veux pas la passer sous silence. Après que le duc se fut emparé de la Romagne, il trouva qu'elle avait été gouvernée par des princes incapables, qui s'étaient plus occupés de dépouiller leurs sujets que de les gouverner, et qui avaient plus servi à les jeter dans le trouble qu'à les faire vivre en paix. Le pays était infesté de brigands, déchiré par des factions, et livré à tous les désordres. Il sentit que pour y rétablir la tranquillité et le soumettre à l'autorité du prince, il fallait un bon gouvernement. En conséquence, il y plaça pour gouverner Ramiro d'Orco, homme cruel mais actif, à qui il donna tout pouvoir. Celui-ci, en peu de temps, apaisa les mouvements, réunit tous les partis et s'acquit un grand renom. Le duc, bientôt après cependant, ne jugea pas nécessaire de déployer une autorité si excessive et qui serait devenue odieuse. Il érigea au milieu de la province un tribunal civil, présidé par un homme qui jouissait de l'estime publique, auprès duquel chaque ville enverrait son avocat. Il s'était aperçu que les cruautés de Ramiro lui avaient attiré quelque haine. Pour se laver de tout reproche aux yeux des peuples et gagner leur affection, il voulut leur prouver qu'il ne devait pas lui attribuer les cruautés qu'on avait pu commettre,
mais les attribuer au caractère féroce de son ministre. En conséquence, il saisit la première occasion favorable et il fit pourfendre un matin Ramiro et au milieu de la place de Cézanne planter les morceaux de son corps sur un pieu avec un coutelas ensanglanté tout auprès. L'horreur de ce spectacle, en satisfaisant les esprits, les glaça tout à la fois d'étonnement et d'effroi. Mais revenons à notre sujet. Le duc se trouvait très puissant, il s'était délivré en grande partie des ennemis présents, il s'était armé à son gré et avait détruit les voisins puissants qui pouvaient lui nuire. Il ne lui restait, pour assurer et accroître sa conquête, que de n'en avoir pas redouté le roi de France. Il savait que ce prince, qui s'était, quoique tard, aperçu de son erreur, ne souffrirait pas son agrandissement. En conséquence, il chercha d'abord à se faire des alliances nouvelles. Il tergiversa avec la France au moment où les Français s'étaient portés à Naples contre les Espagnols qui assiégeaient Gaète. Son dessein était de se fortifier contre eux, et certes, il y eût réussi si Alexandre VI eût vécu encore. Telle fut sa conduite dans les affaires présentes. Mais Alexandre VI mourut 5 ans après qu'il avait commencé à tirer l'épée. Il laissa son fils avec le seul état de la Romagne bien consolidé, tous ses autres conquêtes absolument en l'air, entre deux puissances armées, et lui-même attaqué d'une maladie mortelle. Et le duc avait tant d'habileté et de courage, il connaissait si bien les hommes qu'il devait s'attacher ou perdre. Les fondements qu'il avait su jeter en peu de temps étaient si solides que s'il n'eût pas eu ces 2 armées ennemies, ou qu'il eût été bien portant, il eût surmonté toutes les autres difficultés. La preuve que ses fondements étaient bons, c'est que la Romagne lui fut fidèle et l'attendit pendant plus d'1 mois. Il fut, quoiqu'à demi-mort, en sûreté à Rome, où les Baglioni, les Vitelli et les Orsini, qui s'y étaient rendus, n'osèrent rien tenter contre lui. Il parvint sinon à faire élire celui qu'il voulait pour pape, du moins empêcher qu'on élu celui qu'il voulait écarter. Si dans le temps où Alexandre mourut, il n'eût pas été malade, tout lui eût été facile. Il me dit, le jour où Jules II fut nommé, qu'il avait pensé à tous les obstacles qui pouvaient naître à la mort de son père et qu'il y avait remédié, mais qu'il n'avait pas prévu qu'à sa mort, il serait lui-même en danger de mourir. En rassemblant toutes ces actions du duc, je ne saurais lui reprocher d'avoir manqué à rien. Et il me paraît qu'il mérite qu'on le propose comme je l'ai fait pour modèle à tous ceux qui par fortune ou par les armes d'autrui sont arrivés à la souveraineté. Avec un grand courage et de grands desseins, sa conduite ne pouvait être différente. Les seuls obstacles qui s'opposèrent à ses desseins furent la mort trop prompte d'Alexandre et la maladie dont lui-même fut attaqué. Quiconque donc juge nécessaire, dans une principauté nouvelle, de s'assurer de ses ennemis, de se faire des amis, de vaincre, ou par force ou par ruse, de se faire aimer et craindre des peuples, suivre et respecter par le soldat, de détruire tous ceux qui peuvent ou doivent lui nuire, de créer des lois nouvelles pour les substituer à d'anciennes, d'être à la fois sévère et reconnaissant, magnanime et libéral, de se défaire d'une milice à laquelle on ne peut se fier et de s'en former une nouvelle, de se conserver tellement l'amitié des princes et des rois qu'ils aiment à vous faire du bien et qu'ils redoutent de vous avoir pour ennemi. Celui-là, dis-je, ne peut pas trouver des exemples plus récents que ceux que présente Borgia. On ne peut le critiquer que pour l'élection de Jules II au pontificat. Il ne pouvait pas, comme nous l'avons déjà dit, faire nommer un homme comme il l'eût voulu, mais il pouvait du moins donner l'exclusion à un autre. Le duc devait donc d'abord essayer de faire nommer un Espagnol, et ne pouvant y réussir, il fallait qu'il consentît à la nomination de l'archevêque de Rouen,
et jamais à celle de Saint-Pierre-aux-Liens. C'est une erreur de croire que chez les grands personnages, les services nouveaux fassent oublier les anciennes offenses. Le duc commit donc une faute lors de cette élection et fut lui-même la cause de son entière ruine. Chapitre 14. Des devoirs d'un prince par rapport à la milice. Les princes doivent donc faire de l'art de la guerre leur unique étude et leur seule occupation, c'est là proprement la science de ceux qui gouvernent. Par elle, on se maintient dans ses états. Par elle aussi le simple particulier s'élève quelquefois au rang suprême. Tandis qu'on voit souvent les princes en déchoir honteusement pour s'être laissés amollir dans un lâche repos. Oui, je le répète, c'est en négligeant cet art qu'on perd ses états, et c'est en le cultivant qu'on les conquiert. François Sforza, de simple particulier, devint duc de Milan parce qu'il avait une armée à sa disposition, et ses enfants, pour s'être écartés de cette règle, de ducs qu'ils étaient, devinrent de simples particuliers. Faut point s'en étonner, car d'abord rien n'est plus propre à faire perdre la considération dont jouit un prince que de n'être point à la tête de ses troupes. Et la chose dont un prince doit surtout se garder, c'est d'être avili, ainsi que je le prouverai par la suite. En un mot, un prince qui ne connaît point l'art de la guerre ne peut être estimé de ses troupes ni se fier à elles. C'est donc une nécessité au prince de s'adonner entièrement à l'art de la guerre qui comprend l'étude et l'exercice militaire. Pour commencer par ce dernier, le prince doit veiller à ce que ses troupes soient bien disciplinées et régulièrement exercées. La chasse le rompra mieux que toute autre chose, à la fatigue et à toutes les intempéries de l'air. Cet exercice lui apprendra en outre à observer les sites et les positions, à connaître la nature des fleuves et des marées, à mesurer l'étendue des plaines et la pente des montagnes. C'est ainsi qu'il acquérera la connaissance de la topographie du pays qu'il a à défendre et qu'il s'habituera à reconnaître facilement les lieux où la guerre pourrait le porter. Car les plaines et les vallées de la Toscane, par exemple, ressemblent plus ou moins à celles des autres pays. J'en dis autant des rivières et des marais, en sorte que l'étude d'un pays conduit à la connaissance des autres. Quant à la partie de l'art militaire qu'on apprend dans le cabinet, le prince doit lire l'histoire et donner une attention particulière aux exploits des grands capitaines et aux causes de leurs victoires et de leurs défaites. Mais surtout, ils doivent suivre l'exemple de quelques grands hommes qui, s'étant proposé un modèle, se sont attachés à marcher sur ses traces. C'est ainsi qu'Alexandre le Grand s'est immortalisé en s'efforçant d'imiter Achille, César en imitant Alexandre, et Scipion en imitant Cyrus. Car si l'on se donne la peine de comparer la vie du héros romain avec celle de Cyrus, écrite par Xénophon, on verra que Scipion fut comme son modèle généreux, affable, humain et continent. C'est ainsi qu'un prince sage doit se conduire et s'occuper en temps de paix, afin que si la fortune vient à changer, il puisse se mettre en garde contre ses coups. Chapitre 8. De ceux qui par des crimes sont arrivés à la souveraineté. Comme on peut parvenir à la souveraineté de deux autres manières, en dehors du hasard et de la valeur, je crois devoir en parler ici. Je vais citer deux exemples du premier moyen, l'un ancien
et l'autre moderne, sans les approfondir autrement ou les apprécier, ils suffiront à qui se trouverait dans la nécessité de les imiter. Agathocle, sicilien, simple particulier, sorti même de l'état le plus infime et le plus bas, s'éleva au trône de Syracuse. Fils d'un potier de terre, il marqua par des crimes tous les degrés de sa fortune, mais il se conduisit avec infiniment d'habileté et une telle force d'esprit et de corps que s'étant à donner aux armes, il parvint par tous les grades de la milice à la place de prêteur de Syracuse. Une fois élevé à ce rang, il résolut de se faire souverain et de retenir par violence et sans dépendre de qui que ce fût ce qu'on lui avait accordé de plein gré. Il s'entendit sur son projet avec Hamilcar, qui commandait l'armée des Carthaginois en Sicile. Agathocle assemble un matin le peuple et le sénat de Syracuse, comme pour délibérer sur les affaires publiques. Un signal donné, il fait massacrer par ses soldats tous les sénateurs et les plus riches citoyens, et ceux-ci morts, il s'empare de la souveraineté et en jouit sans aucune opposition intérieure. 2 fois défait par les Carthaginois et enfin assiégé par eux dans Syracuse, non seulement il s'y défend, mais il y laisse une partie de ses troupes et avec les autres, passant en Afrique, il presse tellement les Carthaginois que bientôt ils lèvent le siège et que, réduits à l'extrémité, ils sont forcés de se contenter de l'Afrique et de lui abandonner la Sicile. Qu'on examine la conduite d'Agathocle. On n'y verra rien ou très peu de choses qu'on puisse attribuer à la fortune. Il n'y a point non plus de valeur à massacrer ses concitoyens et à livrer ses amis à être sans foi, sans pitié, sans religion. Tout cela peut faire arriver à la souveraineté, mais non à la gloire. De notre temps, sous le pape Alexandre X, Oliverotto da Fermo, ayant encore enfant perdu son père et sa mère, fut élevé par un oncle maternel, Jean Fogliani, et dès sa première jeunesse, placé sous Paul Vitelli pour apprendre l'art de la guerre et parvenir à quelques grades distingués. Après la mort de Paul, il servit sous Vitelloso, son frère, et en très peu de temps, à raison de son courage et de son habileté, il parvint aux premiers honneurs militaires. Mais, trouvant au-dessous de lui de servir, il voulut, à l'aide de quelques citoyens qui préféraient l'esclavage de leur pays à la liberté, et soutenu par Vitelloso, s'emparer de Fermo, sa patrie. Il écrit à Jean Fogliani qu'ayant été longtemps hors de sa maison, il voulait venir la voir ainsi que son pays, et en quelque sorte reconnaître son patrimoine, que, comme il avait travaillé pour s'acquérir de la réputation, il désirait que ses concitoyens se convainquissent par eux-mêmes qu'il n'avait pas perdu son temps et qu'en conséquence, il voulait se présenter à eux d'une manière distinguée et accompagné de 100 cavaliers, de ses amis et de ses serviteurs. Il le priait d'engager les habitants de Fermo à le recevoir honorablement, ce qui lui ferait plaisir, et honorerait son oncle qui avait pris soin de son éducation. Jean Fogliani ne manqua pas de remplir les intentions de son neveu. Il le fit recevoir d'une manière distinguée par les habitants de Fermo et le logea dans sa maison. Là, Oliverotto employa quelques jours à préparer tout ce qui devait servir à la réussite de ses coupables desseins. Il donne un grand repas auquel il invite Jean Fogliani et les premiers de la ville. Après ce dîner, et au milieu des réjouissances qui suivent ces sortes de fêtes, Oliverotto amène exprès la conversation sur un sujet sérieux. Il parle de la puissance du pape Alexandre et de son fils César et de leurs entreprises. Jean et les autres disaient à leur tour leur avis quand il se lève brusquement en disant que c'était matière à traiter dans un lieu plus secret.
Il se retire aussitôt dans une chambre, où son oncle et les autres le suivent. À peine y était-il assis, que les soldats armés et qui étaient cachés sortent et massacrent Jean et tous les autres. Après quoi, Oliverotto monte à cheval, parcourt la ville, assiège le palais du suprême magistrat, le force à lui obéir et à établir un gouvernement dont il est le prince. Il met à mort tous les mécontents qui auraient pu lui nuire. Il établit de nouvelles lois civiles et militaires, et dans l'espace d'1 an, il parvient à consolider sa puissance à tel point que non seulement il était sûrement assis à Fermo, mais qu'il était devenu formidable à tous ses voisins. Son expulsion eût été aussi difficile que celle d'Agathocle, s'il ne se fût laissé tromper par le Valentinois qui l'enveloppa à Sinigalia, comme nous l'avons dit, avec les Orsini et les Vitelli, 1 an après qu'il eut commis son parricide. Il y fut étranglé avec Vitelloso, son maître, dans l'art de la guerre et de la scélératesse. On pourrait s'étonner qu'Agathocle et d'autres comme lui aient pu vivre longtemps, en paix dans leur patrie, ayant à se défendre contre des ennemis extérieurs, sans que jamais aucun de leurs concitoyens ait conspiré contre eux, tandis que d'autres nouveaux princes, en raison de leur cruauté, n'ont jamais pu se maintenir, même en temps de paix, encore moins en temps de guerre. Je crois que cela tient au bon ou au mauvais usage qu'on fait de la cruauté. On peut la dire bien employée, si l'on peut appeler bien ce qui est mal, lorsqu'elle ne s'exerce qu'une seule fois, qu'elle est dictée par la nécessité de s'assurer la puissance et qu'elle a pour résultat le bien-être du peuple. Les cruautés mal exercées sont celles qui, peu considérables en commençant, croissent au lieu de s'éteindre. Ceux qui n'emploieront que les premières peuvent espérer se les faire pardonner par Dieu et par les hommes, comme le fit Agathocle. Ceux qui en usent autrement ne peuvent se maintenir. Il faut donc que l'usurpateur de l'État y commette en une seule fois toutes les cruautés que sa sûreté nécessite pour n'avoir pas à y revenir. C'est en ne les renouvelant pas qu'il s'assure ses nouveaux sujets et qu'il se les attache par des bienfaits. Si par timidité ou mauvais conseil on agit autrement, il faudra sans cesse avoir le poignard à la main. Alors il y a impossibilité de compter sur des sujets que des vexations récentes et répétées empêchent de prendre confiance en vous. Je le répète, ces offenses doivent être faites tout en une fois, afin qu'étant moins savourées, elles blessent moins. Mais les bienfaits doivent se verser petit à petit et un à un, afin qu'on les savoure mieux. Il faut surtout qu'un prince vive avec ses sujets, de manière qu'aucun événement ne puisse le faire varier de conduite avec eux, soit en bien, soit en mal. Si c'est en mal que vous avez à agir, vous n'êtes plus à temps du moment où la fortune vous est contraire. Et si vous employez le bien, on ne vous sait pas gré d'une amélioration involontaire. Chapitre 15. Ce qui fait louer ou blâmer les hommes et surtout les princes. Il s'agit maintenant de voir comment un prince doit se conduire envers ses sujets et envers ses amis. On se figure souvent des républiques et d'autres gouvernements qui n'ont jamais existé. Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui tient pour réel et pour vrai ce qui devrait l'être, sans doute, mais qui malheureusement ne l'est pas, court à une ruine inévitable.
Un homme qui veut être parfaitement honnête au milieu de gens malhonnêtes ne peut manquer de périr tôt ou tard. Un prince qui veut se maintenir doit donc apprendre à n'être pas toujours bon pour être tel que les circonstances pourront l'exiger. Ainsi, mettant de côté les idées fausses qu'on se fait des princes, et ne m'arrêtant qu'à celles qui sont vraies, je dis qu'on ne parle jamais d'un homme quel qu'il soit, mais surtout d'un prince, sans lui attribuer quelque mérite ou quelque tort, une bonne ou une mauvaise qualité. L'un est libéral, l'autre avare, celui-ci donne volontiers, l'autre est avide, honnête homme d'honneur ou sans foi, efféminé, pusillanime ou courageux et entreprenant, humain ou cruel, affable ou hautain, sage ou débauché, fourbe ou de bonne foi, facile ou dur et revêche, grave ou étourdi, religieux ou impie. Sans doute il serait très heureux pour un prince, surtout de réunir toutes les bonnes qualités, mais comme notre nature ne comporte point une si grande perfection, il lui est nécessaire d'avoir assez de prudence pour se préserver des vices et des défauts qui pourraient le perdre. Quant à ceux qui ne peuvent compromettre sa sûreté et la possession de ses états, il doit s'en garantir, si cela est en son pouvoir. Mais si cela est au-dessus de ses forces, il peut les négliger et veiller entièrement sur ceux qui pourraient causer sa ruine. Il ne doit pas craindre d'encourir quelques blâmes pour les vices utiles au maintien de ses états, parce que, tout bien considéré, telle qualité qui paraît bonne et louable le perdrait inévitablement, et telle autre paraît mauvaise et vicieuse qui fera son bien-être et sa sûreté. Chapitre 9. Des principautés civiles. Mais pour en venir à un autre point, on peut devenir prince de son pays par la faveur de ses concitoyens, et sans employer la violence, ni la trahison. C'est ce que j'appellerais principauté civile. Il n'est pas nécessaire pour y parvenir d'avoir un mérite rare, ni un bonheur extraordinaire, mais seulement une heureuse adresse. Or, on s'élève à la souveraine magistrature, ou par la bienveillance du peuple, ou par celle des grands. Car les différents partis qui peuvent diviser un État se réduisent à ces deux éléments, l'aversion du peuple pour le gouvernement oppressif des nobles et le désir qu'ont ceux-ci de gouverner le peuple et de l'opprimer. Cette diversité de vues et d'intérêts donne lieu à une lutte qui amène ou la principauté, ou la liberté, ou la licence. La principauté vient ou du peuple, ou des grands selon que la fortune en décide, car ceux-ci, s'ils se sentent un peu vivement pressés par le peuple, ne trouvent souvent d'autres moyens pour le subjuguer que de mettre en avant l'un d'entre eux et de le faire prince pour pouvoir, à l'ombre d'une autorité reconnue, conserver leur domination. De son côté, le peuple, plutôt que de céder à son ennemi, prend d'ordinaire le parti de lui opposer un plébéien dont il espère appui et protection. Celui qui parvient à la principauté par la faveur des nobles s'y maintient avec beaucoup de peine parce qu'il a autour de lui des hommes qui, se croyant encore ses égaux, se soumettent difficilement à son autorité. Au contraire, celui qui est élevé à cette dignité par le vœu du peuple s'y trouve seul, et parmi ceux qui l'entourent, il en est peu qui osent lui résister. Outre cela, on peut sans injustice contenter le peuple, non les grands, ceux-ci cherchant à exercer la tyrannie, celui-là seulement à l'éviter. D'ailleurs, un prince qui aurait contre lui les nobles
peut aisément, vu leur petit nombre, les contenir dans le devoir. Mais comment pourrait-il s'assurer de l'obéissance et de la fidélité du peuple si celui-ci séparait ses propres intérêts des siens? Sans doute, le prince doit s'attendre à être abandonné d'un peuple qui ne l'aime point, comme il le serait des grands contre le vœu desquels il gouvernerait. Jusque-là, tout est égal, mais les grands présentent ce danger supplémentaire qu'ayant plus de pénétration d'esprit, ils escomptent par avance le triomphe d'un concurrent et se mettent aussitôt de son côté. Enfin, c'est une nécessité pour le prince de vivre toujours avec le même peuple, mais non pas avec les mêmes nobles, qu'il peut à son gré élever ou perdre, combler de faveurs ou disgracier. Mais pour jeter un plus grand jour sur cette matière, il est à propos d'examiner les deux points de vue sous lesquels le prince doit considérer les grands. Et d'abord, il s'attache en entier à sa fortune ou non. Ceux qui font preuve pour lui de dévouement et de zèle doivent être honorés et chéris, pourvu toutefois qu'ils ne soient point gens de rapine. Parmi ceux qui évitent de montrer trop d'attachement à la fortune du prince, les uns se conduisent ainsi par faiblesse et par timidité, les autres par calcul et par des vues particulières d'ambition. D'ailleurs, du talent, d'autant qu'on peut toujours s'en faire honneur dans la prospérité et que dans l'adversité, des hommes de ce caractère sont rarement à craindre. Quant aux autres, le prince doit se méfier d'eux comme d'ennemis déclarés, qui, non contents de l'abandonner si la fortune lui devenait contraire, n'hésiteraient point à tourner leurs armes contre lui. Celui donc qui a été porté à la principauté civile par la faveur du peuple doit s'efforcer de conserver son affection, ce qui est toujours facile, puisque le peuple ne demande rien que de n'être point opprimé. Mais celui qui devient prince par la faveur des grands et contre le vœu du peuple doit avant toute chose tenter de gagner celui-ci, et il y réussira en le protégeant contre ceux qui cherchent à le dominer. Les hommes étant d'ordinaire plus sensibles aux biens qu'ils reçoivent de ceux dont ils n'attendaient que du mal, on ne peut douter que le peuple ne s'attache à un prince qui le traite bien, plus encore que s'il l'avait lui-même porté au rang suprême. Or, on peut gagner la bienfaillance du peuple par divers moyens, qu'il serait inutile de déduire ici, car il varie selon les circonstances. L'affection du peuple est la seule ressource qu'un prince puisse trouver dans l'adversité. Mais un prince qui ne manque ni de courage, ni d'une certaine adresse, et qui, loin de se laisser abattre par la mauvaise fortune, sait par sa fermeté autant que par de sages dispositions maintenir l'ordre dans ses états, un tel prince ne se repentira jamais d'avoir fait fond sur l'affection du peuple. Mais un prince de